it, D-Man! Hi. Unbelievable! Alors, merci beaucoup. Moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une partie de mon travail de thèse. Avant d'en arriver, hein, comme je vous l'avais promis dans le Slack, au texte de Hal Clement et de James Ballard, hein, je voudrais d'abord quand même vous présenter un peu le contexte de ma recherche, hein, le cadre dans lequel ma lecture de ces deux écrivains s'inscrit. Pour que vous compreniez un peu mieux en quoi la SF m'intéresse, hein, et en quoi les rapports qu'elle entretient avec la science m'intéressent. Alors du coup, ma présentation va se dérouler en 3 temps. Hein. D'abord, je vais vous présenter donc, cette approche, hein, dans une partie que j'intitule « Déconstruire, hein, nos façons de lire et nos manières d'être avec la science-fiction ». Voilà, puis ensuite, je vais vous parler, je vais en fait essentiellement vous parler de Hal Clements parce que je pense que c'est peut-être l'auteur qui vous intéresse le plus, et donc sa définition de la hard science fiction. Et puis après, je vais passer rapidement, si j'ai le temps, à James Ballard et sa New Wave. Voilà. Alors, concernant donc l'approche, la méthode, alors, je souligne que moi, je suis sociologue, hein, et c'est important de le préciser parce que il me semble que la grande majorité des recherches académiques qui existent, hein, sur la science-fiction, ce sont des études littéraires. Et vous savez très bien, hein, que la science-fiction a toujours occupé une place un peu à part dans le champ littéraire, hein. Elle a toujours été considérée comme étant dans les marges de la littérature, voire comme étant une paralittérature, hein. Donc, c'est-à-dire un objet culturel qui n'est pas légitime, hein, car les récits de science-fiction ne seraient que des biens culturels, produits avant tout pour répondre à une demande sur un marché, plutôt que d'être pensés et considérés comme une véritable littérature à part entière. Et donc, du coup, toutes ces recherches littéraires, hein, qui portent sur la science-fiction depuis... alors, les premières, c'est dans les années 50, mais ça s'est vraiment systématisé à partir des années 70. Toutes ces recherches littéraires doivent composer nécessairement avec le manque de légitimité de leur objet d'étude. On risque de voir ce manque de légitimité rejaillir sur le chercheur ou la chercheuse qui les rédige, hein. Et donc, du coup, ces études mobilisent tout un tas de stratégies, hein, pour légitimer leur objet d'enquête. Elles cherchent à montrer que la SF, hein, est bien une littérature, hein, sur laquelle il est légitime de travailler et avec laquelle on peut penser, hein. Donc, une littérature avec ses qualités, ses spécificités. Du côté de la sociologie, il existe quelques rares travaux, hein, sur la science-fiction. Ce sont plutôt des travaux de sociologie de la littérature, hein, donc qui considèrent la science-fiction aussi en tant que, plus précisément en tant que littérature populaire. Alors, quand les sociologues s'intéressent à la littérature, c'est plutôt la littérature classique ou canonique, et ils n'hésitent pas à se consacrer, hein, par ouvrages entiers à un seul écrivain, hein, dont l'œuvre est jugée singulière. Aussi, n'est-il pas rare de tomber sur des livres proposant une analyse sociologique de l'œuvre de Marcel Proust, Stendhal, Balzac, Zola, Flaubert, etc. En revanche, lorsque les sociologues s'intéressent à des genres dits populaires, comme le roman policier, le roman d'espionnage, d'aventure ou de science-fiction, hein, eh bien, les sociologues ne s'intéressent jamais à un seul auteur, un seul individu, une œuvre, mais plutôt, les sociologues vont plutôt traiter des écrivains dans leur ensemble, hein, en tant qu'ils constituent un champ social, donc le champ de la littérature de science-fiction. Ou alors les sociologues vont s'intéresser aux lectrices et aux lecteurs en tant que ces gens constituent un public. Voilà. Mais on ne va jamais s'intéresser à des singularités, si vous voulez. Et le point commun un peu de toutes ces études, hein, c'est leur tendance à minimiser toujours, hein, le rôle et la place de la science dans la littérature de science-fiction. Et donc ça, c'est évidemment, c'est aussi quelque chose de normal, hein, c'est-à-dire que lorsqu'on cherche à légitimer la science-fiction comme étant une littérature, on ne va pas trop s'intéresser nécessairement à son rapport à la science, hein. On va plutôt montrer que finalement, la science-fiction, c'est d'abord une littérature, c'est avant tout une littérature. Tous les objets, toutes les innovations scientifiques et technologiques qui sont imaginées dans les récits de science-fiction ont avant tout un rôle qui est purement littéraire et pas un rôle qui est en fait scientifique.
Alors évidemment, moi, du coup, je me détache un petit peu de ces études littéraires et de ces études de sociologie de la littérature, hein, pour partir sur l'idée que la science-fiction, hein, n'est pas que de la littérature, elle est aussi autre chose. La science-fiction dépasse la littérature, elle la déborde, hein. Donc c'est une manière de dire que oui, la science-fiction est une littérature, mais elle n'est pas seulement ça. Elle est également autre chose, elle tend vers d'autres horizons, vers d'autres champs. Et c'est cette ouverture de la science-fiction, cette ambivalence, hein, qui fait, à mon avis, sa spécificité, et c'est celle dont j'essaie de rendre compte dans mon travail. Alors, je voudrais juste vous donner comme exemple deux citations. La première de Ballard, dont je reparlerai à la fin. Je vais pas la lire, je vais vous épargner pour l'instant mon accent quand je parle en anglais. Euh, euh, donc voilà, une première citation de Ballard et une deuxième citation de Vincent Omnia Veritas, euh, qui, pour qui connaissent bien, vous savez qu'il s'agit de Bruce Sterling, hein, et ça, c'était une citation qui vient de son magazine Cheap Truth, hein, au début des années 80, où il dit, ben voilà, la science-fiction, hein, c'est une littérature qui se place entre l'art et la science. L'espace entre l'art et la science, c'est son habitat naturel, hein, et c'est un territoire vaste et non exploré. Et donc, nous, on va l'explorer avec la science-fiction, quoi. Donc voilà, ça c'était deux exemples. Ces deux exemples me permettent de constater que le projet, hein, de ces deux auteurs, hein, bon, j'ai pris ces deux auteurs comme exemple, mais on pourrait en prendre plein d'autres en fait, hein, mais en tout cas, leur projet, c'est de travailler par et à travers l'écriture de science-fiction sur les dualismes qui opposent littérature et science, fiction et réalité, hein. Donc, chez ces écrivains, il y a un véritable potentiel que je qualifie de épistémologique, hein, parce qu'ils nous invitent, hein, si on est disposé à suivre ces auteurs et à ce qu'ils nous disent, hein, ils nous invitent à penser la science comme étant habitée par la fiction et la littérature par la réalité, hein. Alors évidemment, il ne s'agit pas pour ces écrivains de tomber dans un relativisme, hein, où tout se vaut et où tout est pareil, hein, mais il s'agit plutôt de concevoir la science-fiction comme une écriture qui joue, hein, si vous voulez, hein, sur les frontières, qui sépare le champ scientifique et le champ littéraire, et plus précisément une littérature, hein, qui se joue du grand partage, hein, à partir duquel les institutions scolaires, universitaires et culturelles se sont organisées. Et même dans la manière dont on se définit nous-mêmes psychologiquement, vous savez, hein, on nous apprend que si on est plus à l'aise avec les chiffres, on a un esprit plus scientifique. Si on est plus à l'aise avec les lettres, on a un esprit plus littéraire. Bon, alors c'est ce grand partage, si vous voulez, hein, qui va même influencer notre manière de nous définir nous-mêmes, si vous voulez. Alors du coup, ma question est la suivante, hein, comment une enquête, comment une étude sociologique ou une étude littéraire, hein, qui va reproduire d'emblée ce grand partage dans la culture, pourrait-elle rendre compte de ce jeu, hein, que la science-fiction donne aux deux termes qui en constituent le nom? Quand je dis le jeu, hein, là j'entends en tant que latitude, liberté de mouvement, comme dans l'expression avoir du jeu. Et donc, ce jeu, hein, je l'identifie dans le nom même de science-fiction. Alors, en anglais, vous savez, dans l'expression science fiction, entre les deux mots, il y a un espace typographique laissé blanc. En français, il y a un trait d'union. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est comment devons-nous lire ce petit caractère typographique? S'agit-il d'une reconnaissance de la séparation claire, hein, entre deux entités préexistantes, d'un côté la science, de l'autre la fiction? S'agit-il plutôt de nier cette séparation ou bien encore de chercher à la dépasser? Et donc, c'est à partir de ces questionnements que je définis quelques principes de méthode dans mon enquête. Et alors là, j'insiste bien, là, je vais vous présenter un principe de méthode, ce n'est pas un principe éthique ou moral. Euh, et ce principe de méthode, est le suivant. C'est-à-dire que quand je travaille sur des textes, je ne vais jamais présupposer l'existence d'une différence ontologique. euh, Hein, je ne vais jamais présupposer l'existence d'une différence ontologique, c'est-à-dire de nature, hein, une différence en soi entre les textes, hein. Je ne traite jamais les textes comme étant par nature scientifiques ou comme étant purement littéraires. Pour moi, la science pure et la littérature pure, ça n'existe pas, hein.
Ça ne veut pas dire que je cherche à abolir ou à effacer la frontière entre science et littérature, hein. Mon propos n'est pas de dire qu'il n'y a pas du tout de frontière, hein, qu'il n'y a aucune différence. Mon propos est plutôt de montrer, hein, c'est plutôt de faire proliférer cette frontière, hein. Il n'y a pas un seul et unique mur infranchissable qui sépare la science et la littérature, mais il existe plein d'hétérogénéités et de points de contact, hein, de différences et de points communs entre science et littérature. Et donc, dans ce cadre, la science-fiction, je la considère comme le lieu privilégié d'une activité, d'un certain faire, hein, comme le lieu où s'observe la frontière, ou plutôt les frontières, entre la science et la littérature, la réalité et la fiction, en train de se faire, hein. Donc, pour moi, il n'y a pas une ligne de démarcation claire et stable entre l'une et l'autre, mais plutôt un travail continu, hein, soit de déplacement de cette frontière, hein, du tracé de cette ligne, ou soit de son durcissement. D'accord. Donc, la science-fiction, pour moi, c'est le témoin, hein, pour moi en tant que sociologue des sciences, hein, qui va produire un effet loupe me permettant d'étudier les moyens par lesquels la différenciation des qualités de l'une et l'autre catégorie est établie. Et donc, vous voyez, je parle de différenciation parce que la différenciation, c'est un processus. D'accord. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, nous venons tous d'horizons différents. Il y a des scientifiques, il y a des littéraires, il y a, donc moi, je suis sociologue, il y a des écrivains, et donc, on est tous réunis ici, hein, pour parler de science-fiction. Donc, d'une certaine manière, la science-fiction transcende un peu les frontières. Et pourtant, hein, au cours de nos discussions, on ne fait que réétablir la frontière, hein. On n'arrête pas de dire que bon, eh bien, la science et la science-fiction, ce n'est pas la même chose. Donc, on fait ce travail collectif, hein, de situer cette frontière, tout simplement parce qu'on a besoin de cette frontière. On a besoin de cette frontière pour pouvoir dialoguer et échanger. Mais pour tracer cette frontière, on a besoin d'être, hein, des deux côtés de la frontière, tout simplement. Et donc, c'est pour ça que, à mon avis, l'originalité du travail que j'ai fait au cours de ma thèse, c'est de regarder des deux côtés, à la fois du côté des scientifiques et du côté des écrivains, pour voir comment ils définissent cette frontière. Et bon, et si on reprend là l'exemple du travail que Sean nous a montré, alors je ne sais pas comment Sean définit son travail, mais pour moi, c'est assez intéressant de voir que est-ce que ce qu'il fait, c'est de la science? Est-ce que c'est de la science-fiction? Ben, c'est un peu les deux, en fait, hein. C'est une zone grise un peu, donc cet espace qui est entre les catégories. Donc voilà, ça c'était pour vous présenter en gros l'approche, l'esprit, la méthode, le principe de méthode. Et maintenant, je vais pouvoir enchaîner et vous parler donc de ces deux auteurs, Hal Clement et Ballard. Alors, si j'ai choisi ces deux auteurs-là, ce n'est pas par hasard, hein. C'est parce que le premier, Hal Clement, hein, on le considère dans l'histoire, dans la manière dont on raconte l'histoire de la science-fiction, on le considère comme celui qui a établi les codes de cette forme de science-fiction qui serait la plus scientifique qui soit, la hard science fiction, tandis que le second, Ballard, hein, c'est celui qui aurait plutôt défini les codes de la forme de science-fiction la plus littéraire qui soit, la New Wave. Et donc, je vais essayer de vous montrer que, eh bien, dans l'un et l'autre cas, hein, eh bien, on peut voir qu'il y a toujours un rapport particulier à la science. Alors, je vais commencer avec Clement. Alors, historiquement, donc l'un des textes qui est identifié, hein, par les spécialistes comme posant les bases de la hard science, hein, c'est l'essai que Hal Clement a écrit en 1953 qui est intitulé Whirligig World, hein. Et dans cet essai, Clement explique la méthode qu'il a employée pour composer son plus célèbre roman, Mission of Gravity, qui a été publié en feuilleton dans le magazine Astounding Science Fiction, puis au format livre par l'éditeur Doubleday en 1954. Alors, est-ce que tout le monde connaît le roman ou est-ce que vous voulez que je vous fasse un petit récap rapidement? Mm. Oui, tu peux faire un petit récap, Julien, rapide. Ok. Oui. Alors, en gros, l'action du roman prend place sur la planète Mescline, hein. Il s'agit d'un monde gigantesque caractérisé par une force de gravité au pôle qui est, je crois, 700 fois ou 900 fois supérieure à la Terre, par des vents terribles à l'équateur causés par une rotation incroyablement rapide, hein. Un jour sur Mescline ne dure que 18 minutes, hein, et des températures extrêmement basses. Alors, les humains ont envoyé un équipage à bord d'un vaisseau spatial pour étudier la planète de plus près. Ils ont déployé une sonde, hein, qui est allée au pôle sud de la planète afin de collecter des données sur son champ gravitationnel. Et bon, un problème technique survient qui empêche la sonde de transmettre
ces données à l'équipage. Du coup, l'équipage, comme il n'a pas les moyens de récupérer ces données, va faire un marché avec Barlenan, qui est un être vivant originaire de Mescline, dont le corps, comparable en apparence à celui d'une chenille de 30 cm de long, est évidemment biochimiquement adapté à cet environnement, puisqu'il vient de cet environnement. Et donc, le roman invite le lecteur à suivre le voyage de Barlenan, qui va naviguer sur les océans de méthane liquide à la surface de la planète, guidé par les humains qui sont situés dans leur petite station en orbite. Et donc, le voyage de Barlenan depuis l'équateur de la planète jusqu'au pôle, où se trouve la sonde. Donc, c'est un récit d'aventure où chaque chapitre amène son lot de nouveaux rebondissements et de menaces inattendues pour les personnages auxquels ils doivent faire face pour accomplir leur mission. Donc, à première approximation, avec un tel synopsis, on ne sait pas trop quel est le rôle de la science qu'occupe la science et la technologie, le rôle que la science et la technologie occupent dans... Julien, je peux juste faire très très brièvement une remarque. Je ne sais pas s'ils ils auront bien compris. Un des jeux de ce roman, c'est que la planète a une énorme gravité, comme l'a dit Julien, elle tourne très vite, et que donc en fait, la force centrifuge compense en partie la gravité quand on est à l'équateur. Donc la pesanteur ressentie à l'équateur, elle est éventuellement supportable, mais par contre au pôle, où on ne ressent plus cette force centrifuge, là toute la gravité, toute la pesanteur de la planète s'exprime et elle est écrasante. Donc en fait, dans ce voyage de l'équateur vers le pôle, il y a, on remonte un gradient de gravité qui devient complètement écrasant à mesure qu'on s'approche du pôle. Excuse-moi. Oui, il n'y a pas de souci. Et donc, je reviens donc à cet essai que je vous ai mentionné, qui s'intitule Whirligig World, qu'il a écrit en 1953. Et dans lequel il explique un peu le travail qu'il a fait pour ce roman. Alors, voilà, ici vous avez la première citation. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais en gros, voilà, il explique que l'idée du roman lui est venue en lisant, 10 ans plus tôt, en 1943, un article d'un astrophysicien qui a observé l'orbite d'un système binaire. Et il découvre, ce scientifique, que ce système binaire est accompagné par un objet invisible. Et donc après, il se pose la question, le scientifique, mais alors quel est cet objet? Est-ce que c'est une planète ou est-ce que c'est une étoile? Et donc du coup, Hal Clements se présente dans ce petit article-là, Whirligig World, comme le lecteur d'un article scientifique. Et voilà, la dernière citation, où il fait le choix de choisir, ce sera une planète. Donc, comme je vous dis, Hal Clements se présente comme un lecteur d'un article de science, et son roman constitue, d'un certain point de vue, un prolongement possible de cet article scientifique. Donc, l'écrivain a construit sa planète, Mescline, en se fondant sur des données scientifiques qui ont été collectées sur ce système binaire, et des données qui ont été jugées inclassables par le scientifique en question. Donc, il me semble que la planète, enfin l'objet, est soit trop massif pour être une planète, soit pas assez pour être une étoile, ou quelque chose comme ça. Enfin, peut-être que Franck pourra me corriger. En tout cas, selon les critères en vigueur de la discipline à l'époque. Et donc, le scientifique ne sait pas décider si c'est une étoile ou une planète. Et donc, c'est dans cette incertitude, dans ce problème qui est en attente d'être résolu scientifiquement, donc dans cet espace de l'encore inexpliqué, provoqué par la découverte d'un objet déconcertant, que Hal Clements perçoit une idée de science-fiction et situe l'écriture de son roman. Et donc, à partir des données récoltées par ce scientifique, Hal Clements va entamer un travail d'imagination pour créer le monde dans lequel sa fiction se déploie. Et il va le faire, alors pour reprendre un peu l'expression de Feynman que Franck nous a rappelé, il va faire un travail d'imagination en straitjacket pour créer cette planète. Et donc, comme on le voit dans la dernière citation, il le dit, il fait le choix que cet objet sera une planète, not only for story convenience, but because I seriously doubt that. Donc là, il s'engage aussi dans un travail de réflexion astrophysique d'une certaine manière.
Donc, je ne vais pas discuter la longue justification des caractéristiques astrophysiques et chimiques de la planète dans l'essai de Hal Clements. Je vais juste vous montrer les images, les illustrations qu'il a fait. Donc, il y en a 3. Donc, il y en a une voilà, où il montre un peu l'orbite de Mescline avec les températures, etc. Voilà la deuxième. Et la dernière. Alors, ce qui est intéressant dans ces images, donc vous êtes beaucoup plus capable que moi de les lire et de les comprendre, mais moi, ce que je vois de ces images, hein, c'est que ce ne sont pas des croquis qui visent à produire une vue d'artiste de la planète, hein, mais ce sont bien des croquis qui visent à condenser et à exposer les données scientifiques qui définissent cette planète en tant qu'objet céleste. Hein. Orbite, distance à l'étoile, température, inclinaison de l'axe, valeur de la force gravitationnelle, etc. Et donc, le résultat est d'une très grande cohérence, d'une certaine manière. Et donc, tout ce travail, hein, réalisé en amont de l'écriture du roman, donne ainsi sa forme à la planète Mescline, hein, et donc donne aussi hein, sa forme à la narration du roman. Et donc, pour donner quelques exemples, hein, les mains dangers auxquelles les personnages sont confrontés, chapitre après chapitre, hein, sont l'occasion pour l'auteur de jouer avec les conséquences des caractéristiques de la planète telles qu'il les a préalablement définies. Hein. Donc, par exemple, lorsque Barlenan approche de son but au pôle sud, où la gravité est la plus forte, hein, où un simple geste comme lever un membre ou la tête nécessite un effort considérable, voire constitue un acte suicidaire, et là, soudain, il découvre que la sonde envoyée par les humains qu'il doit récupérer se trouve par malheur en altitude, hein, sur la crête d'une falaise. Il lui faut inévitablement trouver un moyen ingénieux pour l'escalader sans se faire tuer. Donc, vous voyez que chaque étape du voyage des personnages est l'occasion de mettre en scène des nouveaux aspects de l'environnement physique et chimique de la planète, tout en s'efforçant à les rendre crédibles. Et donc, si Barlenan ne comprend pas l'ordre de sauter hein, que lui répète Lackland, hein, l'un des humains, afin d'échapper à tel ou tel danger, s'il ne comprend pas ce mot, ce n'est pas à cause de problèmes linguistiques, hein, l'extraterrestre parle très bien anglais dans le roman, mais en vertu du fait que le concept même de saut, hein, sur un monde où la gravité est si forte qu'elle vous cloue au sol et que la moindre chute pourrait vous être fatale, hein, le concept de saut n'existe pas. Le corps de Barlenan n'est pas conçu, la vie ne s'est tout simplement pas développée sur Mescline hein, pour effectuer ce genre de mouvement. Hein. Donc la mise en scène des propriétés scientifiques, qu'elles soient réelles ou imaginées, de la planète Mescline, hein, permet donc de déployer les ressorts du suspense, hein, si bien que le lecteur se demande à chaque fois mais comment y parviendront-ils hein, de quelle manière sera-t-il possible d'accomplir un tel exploit, d'échapper à tel danger, de résoudre tel problème technique hein. Voilà, donc ça c'est pour vous donner un peu l'esprit du roman. Mais ce qui est intéressant, c'est que les historiens de la science-fiction retiennent de cet essai de Hal Clement, hein, ce qu'ils retiennent, ce n'est pas la description de son travail hein, sur le roman Mission of Graffiti, mais c'est la manière dont il définit le pacte de lecture hein, qui est induit par tout récit de science-fiction. Alors là, je vais vous donner un autre extrait où il dit, voilà, writing, ça c'est comment il commence hein, l'essai. C'est le premier paragraphe de l'essai. Writing a science fiction story is fun, not work. Hein. The fun lies in treating the whole thing as a game. Hein. And the rules must be quite simple. Hein. Et donc, il nous explique les règles. Et donc, on voit bien que l'auteur doit éviter de faire des erreurs hein, par rapport hein, aux connaissances scientifiques de l'époque, et le lecteur doit faire un travail de vérification. Et donc, il dit que c'est un jeu. Hein. Once the story is in print, the other side can take all the time in the world to search out mistakes. They can check with references at the library and write letters to the universities if they play the game that seriously. Donc, ça, je pense que c'est important de comprendre ici que Hal Clements produit ce que j'appelle un double renversement. Hein. Tout d'abord, hein, ce qui est intéressant, c'est que dans son essai, il ne parle jamais de questions de style, d'esthétique littéraire, aucune volonté pour développer des personnages à la vie psychologique dense. Le point le plus important pour lui, c'est qu'un récit de science-fiction doit donner à ses lectrices et à ses lecteurs non seulement les outils nécessaires pour vérifier la cohérence du récit,
mais aussi la crédibilité scientifique des énoncés qui constituent le roman. Dès lors, la science-fiction devient une affaire sérieuse. L'écriture nécessite de faire preuve de rigueur, elle présuppose l'assimilation et le respect des connaissances scientifiques. Et la bonne lecture d'une œuvre, quant à elle, ne doit pas se contenter d'en rester au texte de l'œuvre, mais elle se doit d'aller plus loin, de s'engager dans un travail de vérification. Donc là, j'en déduis 2 règles qui constituent le pacte de lecture d'une œuvre de science-fiction. Le récit doit proposer des énoncés falsifiables, dont il est possible de vérifier la crédibilité. Et la lecture du récit s'apparente à une activité scientifique de peer review. Alors, donc, si la science-fiction se définit comme une littérature sérieuse, qui doit être prise comme une activité demandant de la rigueur et un certain ascétisme scientifique, à la fois de la part des écrivains et des lecteurs, la science, de son côté, est transformée en divertissement. La différence entre les impératifs d'exactitude et de précision dans la science et dans la science-fiction, c'est que d'un côté, c'est un travail, et pour la science-fiction, c'est un jeu. La science-fiction telle que Hal Clements la définirait pourrait être décrite comme la science faite jeu. C'est une volonté d'imiter l'activité littéraire des scientifiques, c'est-à-dire l'activité qui consiste à rédiger des articles, à les lire et à les évaluer, dans le but de divertir et de se divertir. Donc c'est pour ça que je parle d'un double renversement, parce qu'il rediscute le lieu commun selon lequel la littérature de science-fiction serait un pur divertissement, puisqu'elle doit être rigoureuse et nécessite vérification, et celui d'après lequel la science ne serait qu'une activité sérieuse, puisqu'elle est à la source du divertissement. Elle est aussi un jeu, elle possède donc un caractère ludique et fictionnel. Autrement dit, Hal Clements réintroduit dans son essai, ne réintroduit pas une dichotomie entre le sérieux et le divertissement, mais il montre que là où nous pensons habituellement trouver un simple divertissement dans la science-fiction, en fait, on trouve du sérieux. Et là où nous attendons à n'avoir que du sérieux dans la science, on trouve aussi du divertissement. Et évidemment, Hal Clements n'abandonne pas pour autant toute ambition littéraire, car le jeu auquel se livre un écrivain en écrivant un roman de science-fiction a aussi pour objectif de raconter une histoire, de produire une fiction. Et alors là, je vous montre donc une autre citation. Il dit « I always feel cheated when… blablabla. Bla, 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 bla. » Donc, ce qu'il essaie d'expliquer ici, c'est que l'écrivain de science-fiction doit respecter des règles narratives. Il ne lui est pas possible d'avoir recours à un deus ex machina pour résoudre l'intrigue, par exemple. Ce serait considéré comme une tricherie. Ce qui est intéressant, c'est que Sean, quand il faisait son exercice de spéculation, il utilisait beaucoup le mot tricherie aussi. Donc, la tricherie, c'est une infraction au code de la narration propre au récit de fiction, ici, dans le cas de Hal Clements. Il est donc nécessaire à l'écrivain non seulement de faire preuve de rigueur scientifique et de prendre des précautions dans l'établissement des hypothèses pour créer son monde, mais aussi de savoir comment raconter une histoire, mettre en place une intrigue, du suspense, résoudre des problèmes que rencontrent les personnages sans tricher avec les contraintes de la narration. Alors, donc là, on peut se demander, donc on peut voir que chez Hal Clements, c'est une convergence des exigences liées à la science et à l'écriture littéraire. Et donc, on peut se poser la question, mais quelle est la finalité de ce projet ? À quoi ça sert exactement? Est-ce que Hal Clements cherche à faire de la vulgarisation ou alors c'est simplement une performance, une parodie, ou bien encore diriger l'imitation de la science comme une finalité en soi, c'est-à-dire de faire de la science-fiction pour la science-fiction. Alors, Hal Clements ne précise pas cette information dans son essai, mais bon, il nous a quand même laissé plein de romans pour deviner un peu ce qu'il pensait. Et donc, on peut formuler une hypothèse en lisant ses œuvres. Comme on l'a dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Hal Clements situe l'origine de son récit dans un endroit bien précis. Ce n'est pas au hasard qu'il l'a choisi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée de son roman se trouve dans un problème en attente d'être résolu scientifiquement, dans l'espace de l'encore inexpliqué. Je reviens sur une citation précédente où il dit « It seems then that there is no way to be sure whether it is a star or a planet. » En tout cas, à cette époque-là, à l'état des connaissances de cette époque-là, il n'y avait aucun moyen d'être sûr si c'était une étoile ou une planète. Et donc, du coup, la science-fiction va ici suppléer à la science, là où la science ne peut plus s'exprimer,
où elle rencontre ses limites, la science-fiction constitue une forme de prolongement ou de débordement aux marges de la science, si vous voulez. Alors, une dernière précision sur Hal Clement, c'est que les amateurs de science-fiction et les spécialistes considèrent ce texte comme une référence définissant et expliquant au mieux les principes de la hard science fiction. Et pourtant, dans cet essai, Hal Clement ne parle jamais de hard science fiction, tout simplement parce que la catégorie n'existait pas en 1953. Il parle de la science-fiction en général, toute science-fiction en fait. L'expression hard science fiction va être créée en 1957, quelques années plus tard, dans les critiques, les reviews de Peter Schuyler Miller. Je suis désolé pour la prononciation du nom. Donc, c'était un critique très connu qui publiait ses critiques dans Astounding Science Fiction. Et donc, c'était lui qui cherchait une catégorie pour penser des nouvelles de science-fiction à contenu très scientifique. Et c'est notamment pour une nouvelle de John W. Campbell qu'il a trouvé cette expression. Donc, en tout cas, ça, c'est en 1957. Donc, au moment où Hal Clement écrit son essai, la catégorie n'existe pas. Ce qui veut dire que son discours a donc une valeur générale qui doit s'appliquer à tout récit de science-fiction. Or, s'il semble nécessaire à Hal Clement d'expliciter les règles censées présider à l'écriture et à la lecture de toute œuvre de science-fiction, c'est parce qu'il constate que ces règles ne sont pas respectées par un nombre probablement croissant de publications. Dans la dernière citation que je vous ai montrée, il a bien dit « I always feel cheated. I have always assumed, perhaps wrongly, that others felt as I do. » Et donc, par ce « perhaps wrongly », Hal Clements indique en effet que ce n'est pas tant lui qui est dans l'erreur, mais que la masse silencieuse dans son texte de tous les écrivains de science-fiction qui ne pensent pas comme lui. Son essai n'est donc pas seulement descriptif, il est également prescriptif et normatif. Il vise à corriger de mauvaises habitudes qui se font jour, d'après lui, dans la science-fiction de son temps. Et notamment, en fait, il critique ici la politisation des récits de science-fiction qui apparaît dans les années 50 et 60 aux États-Unis. Voilà, donc là, j'ai terminé avec Hal Clement. Et très rapidement sur Ballard, parce que c'est intéressant de les voir en opposition, ces deux auteurs-là. 10 ans plus tard, on est en 1963, et l'écrivain britannique James Ballard publie dans la revue New Worlds un éditorial qui est intitulé « Which Way to Inner Space », dans lequel il défend une autre manière de concevoir la science-fiction. Et donc, ce texte se présente comme un véritable manifeste qui formule une critique radicale de la science-fiction telle que nous venons de la définir ici avec Hal Clement. Et donc, c'est aussi le texte qui signe la naissance un peu de ce courant de la New Wave, de la science-fiction. Et donc, on va se poser la question, est-ce que cette nouvelle forme de SF, qui se définit en opposition radicale avec celle de Hal Clement, est-ce qu'elle abandonne pour autant la science? Alors là, je vais vous montrer quelques citations très rapidement. Donc voilà, il nous dit, ce n'est plus l'espace, the outer space that needs to be explored, it's the inner space, donc l'espace psychologique en fait. Et donc il nous dit, the emphasis should switch to the biological sciences, blablabla, blablabla. Et il nous dit, accuracy, the last refuge of the unimaginative, doesn't matter what we need is not science fact, but more science fiction. Et juste comme un exemple, bon, je vous laisse regarder la citation. En tout cas, dans ce texte, Ballard dresse un constat des plus sévères, mais vraiment, il est très polémique. Pour lui, la science-fiction ne ferait que de se répéter depuis un demi-siècle. Elle ferait preuve d'un grand manque d'originalité et d'imagination. Elle serait surannée, dépassée, si bien que ses lectrices, ses lecteurs s'ennuieraient. Le terme de readers are bored, c'est aussi dans le texte. Et donc, sa critique se loge dans les angles morts de la science-fiction américaine telle que Hal Clement la conçoit. On peut dire d'une certaine manière que la science-fiction telle que Ballard la conçoit se définit à contrepoint avec celle de Hal Clement.
Et donc, ce n'est pas seulement un problème thématique, hein, ce n'est pas simplement passer de l'outer space à l'inner space, hein, mais c'est aussi développer des personnages avec une vie psychologique dense, hein, des intrigues complexes. Hein. Ça, c'est un point, comme je l'ai dit, qui est totalement absent chez Clement. Hein. Donc, évidemment, Ballard utilise plusieurs expressions, hein, pour penser la science-fiction comme étant avant tout une littérature, hein, et s'inscrivant dans literary field, hein, et il la conçoit comme une speculative poetry. Hein. On pourrait d'ailleurs s'interroger si le travail de Shun, hein, c'est aussi de la speculative poetry ou pas. Donc, pour Ballard, il met clairement la focale sur la dimension fictionnelle, littéraire, plutôt que sur la dimension scientifique de la science-fiction. Mais comme vous avez pu le voir dans les citations que je vous ai montrées, il n'abandonne pas tout intérêt pour la science. Hein. On va dire plutôt qu'il propose une réarticulation des deux composantes constitutives de la locution science fiction. Hein. Et donc, pour lui, il ne s'agit pas d'évacuer toute la science, mais plutôt de faire appel à d'autres sciences que celles qui sont généralement utilisées par les écrivains de science-fiction américains de l'époque, et notamment la biologie et la psychologie. Hein. Et aussi, il se pose en opposition avec cet impératif d'exactitude, très important chez Hal Clement. Accuracy doesn't matter a hoot. Alors là, accuracy, moi je le traduis en français par exactitude scientifique. Donc pour lui, l'exactitude scientifique, c'est l'origine du manque d'imagination, au contraire. Donc pour lui, l'écrivain de science-fiction doit se libérer des contraintes de l'écriture scientifique, ce qui veut dire que l'abandon de cette exactitude ne signifie pas un désintérêt total pour la science. La science-fiction qu'il appelle de ses voeux se doit plutôt de traiter de ces autres sciences, donc biologie et psychologie en tête, mais elle se doit surtout de les traiter autrement que dans un rapport de respect strict des codes de crédibilité et d'exactitude qui existent dans ces sciences-là. D'accord ? Donc c'est un rapport plus abstrait et moins terre-à-terre vis-à-vis de ces sciences qui doit être développé. Si chez Hal Clement, la science est faite jeu, chez Ballard, la science est faite fantasme. Et donc, dans une citation que je vous ai donnée, il parle de fantasy of science. Donc, c'est l'idée que la science est d'abord imaginée par la science-fiction, en tout cas par des écrivains et des littéraires. Elle devient réalité. Et puis après, c'est la science elle-même qui va produire nos imaginaires. Puisqu'on vit dans un monde très scientifique et très technologique, finalement, ces technologies et ces sciences vont nourrir nos imaginaires, et donc nos rêves, nos désirs. Il y a tout un truc dans la littérature de Ballard sur les désirs, les fantasmes et tout ça. Donc, il y a tout un truc sur le rapport dialectique entre nos rêves de science et la science de nos rêves, entre nos délires technologiques et la technologie de nos délires chez Ballard. Donc voilà, donc ce que je voulais vous montrer ici très rapidement, c'est que chez la hard science de Hal Clement et la new wave de Ballard, on a toujours quelque part, même dans la science-fiction la plus littéraire et dans la science-fiction la plus scientifique, il y a toujours une volonté de réarticuler les deux composantes science-fiction ensemble et de jamais les abandonner. Et donc évidemment, on pourrait essayer de trouver cette grille de lecture aussi pour les autres auteurs. On pourrait penser à la social science fiction de Isaac Asimov, à la speculative fiction de Robert Heinlein, ou alors comment Bruce Sterling et William Gibson définissent le cyberpunk. On pourrait penser aussi à Philip K. Dick, enfin tous les auteurs classiques, et on essaie de les comprendre dans la manière dont ils réarticulent science and fiction. Voilà, donc c'était juste pour vous donner quelques exemples de mon travail. Très bien, merci beaucoup Julien.